Once d'or, diagnostic exhaustif, après l'échec sous le record historique. Alors chers amis, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast & Forex de ce mercredi 24 mai 2023. Oui, vous avez bien lu, vous avez bien entendu, diagnostic exhaustif. J'aurais pu mettre la traditionnelle phrase non exhaustif. Non mais, le cours de l'or a effectué jeudi 4 mai un nouveau record historique. Oui certes, alors de manière furtive, en intraday, et depuis il consolide. Et il se dirige vers ce support des 1920 $ qui est la frontière technique entre le scénario technique haussier et le scénario technique baissier. J'ai voulu vous proposer, allez, prétentieux, c'est peut-être un peu prétentieux, exhaustif, en tout cas complet. J'ai tout passé en revue. Ce repli là du cours de l'or, est-ce une opportunité ou y a-t-il un risque de revenir dans le bas du gros range sous les 1700 $? J'ai passé en revue l'aspect chartiste, l'ensemble des facteurs d'influence sur le cours de l'or, les taux d'intérêt nominaux, les taux d'intérêt réels, le dollar américain, la demande financière, la demande physique, l'Inde, la Chine, la demande des banques centrales, et un certain nombre de facteurs cross-assets, l'évolution du cours de l'or en Inde, à Shanghai, sur les places boursières aussi locales en Inde, les ETF états-uniens. En fait, vous savez, ce n'est peut-être pas exhaustif, je vous l'accorde, mais c'est tout au moins complet, tellement complet que j'ai ici le plan. Donc je vous le lis, le plan, puis en même temps je vous fais apparaître des petites illustrations pour vous donner envie. Et ensuite, on attaque la présentation dans son entièreté. Alors, je vais prendre le temps de le faire. J'ai pas envie de foncer cette fois-ci. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo un peu longue. Donc voilà, ce sera quelque chose d'assez complet sur le cours de l'or parce qu'il y a des signaux paradoxaux, il y a des choses contradictoires. En fait, c'est tellement passionnant. Et à la fin de la vidéo, en conclusion, parmi tous les facteurs qu'on va étudier ensemble, je vous donnerai le top 2. En fait, il n'y en a que 2 qui font la tendance de l'or à 95%. Mais on va quand même passer du temps sur les 5 autres pourcents parce que voilà, écoutez, on fait des choses ici. Donc, on commencera par un diagnostic chartiste du taux XAUSD. Faut-il s'inquiéter du retour des taux d'intérêt réels en territoire positif, le lien avec les taux d'intérêt, la corrélation inversée? Le rebond du dollar américain est-il un risque pour la demande financière des ETF US? Les achats des banques centrales restent en tout cas un soutien de fond pour le cours de l'or. Qu'en est-il du momentum de l'industrie de la joaillerie chinoise et indienne? Ça reste solide. L'once d'or, la probabilité d'une récession et le marché action, état des lieux. Où en sont les gérants institutionnels sur le cours de l'or, sur les contrats futurs, les options et la terme structure de l'or? Et enfin, donc la conclusion, on attaque. Chers amis, diagnostic exhaustif. Allez, diagnostic complet après l'échec sous le record historique, en tout cas la consolidation sur le record historique. Le plan s'affiche à nouveau sous vos yeux, donc on va le laisser tranquillement s'ouvrir. Voilà, les rideaux sont ouverts. Vous avez ici le plan, si ça vous intéresse, vous pouvez le lire. Et donc on attaque à la première partie. On commence cette fois-ci, pour changer, par la partie chartiste. Effectivement, donc l'échec du jeudi 4 mai, a réalisé une cassure technique haussière met-il un terme aux espoirs de nouveaux records historiques? C'est vrai qu'il y a eu une bougie japonaise en données hebdomadaires de rejet. Alors, globalement, depuis le début de l'année, on va voir que la performance de l'or reste positive, mais ce n'est pas le cas de tous les métaux précieux. En gros, ce que vous devez retenir, c'est que l'analyse graphique sur les horizons de temps moyen-long terme, je vais aller dans un instant en temps réel sur TradingView, il y a un seul niveau qui est garant. Je parle là... Mais attends, je réapparais parce que c'est important. Je parle du mouvement haussier en place depuis octobre dernier, qui a eu lieu entre 1600 $ et 2075 $. Ce mouvement est-il complet ou y a-t-il encore un niveau qui permettrait de le voir se développer davantage? La réponse chartiste, elle est à 1920 $. Ça, c'est la réponse chartiste. On va regarder d'autres types de réponses. Pourquoi? Parce que c'est l'ancien record historique de 2011. Et vous allez voir que c'est un gros niveau technique. Et donc voilà où nous en sommes. Et en fait, il y a deux vues qui s'opposent. Alors on ne perd pas de temps. On va directement sur TradingView. Vous allez voir ces deux vues qui s'opposent. Donc la performance des métaux précieux en 2023, l'or est encore en hausse. L'argent bascule en territoire négatif. Le palladium, le cuivre. Alors c'est beaucoup plus pour des raisons industrielles. Il y a le palladium, il y avait aussi le lien avec la Russie. Donc, mais effectivement, voilà, ça commence à devenir un peu profond comme phase de retracement. Alors, on va regarder les enseignements des graphiques de moyen long terme. On commence par la partie chartiste. Vous avez donc là la représentation graphique en bougie japonaise mensuelle du cours du Bitcoin. J'enlève l'Ichimoku. Voilà, les 1920 $.
C'est l'ancien record historique de 2011. On voit bien sur l'aspect fractal, la première journée, la grande 3, nous aurions fait ici une grande 4 qui se serait terminée en octobre et nous serions potentiellement dans une 5. Alors, la 5 peut avoir échoué ici. On parlerait à ce moment-là de vague 5 en invalidation. C'est-à-dire lorsqu'elle n'est pas capable de dépasser ici le sommet de la 3. Ça fait partie des éléments fractaux possibles. Mais en général, quand même, une 5 va un peu plus haut. Me direz-vous, elle a fait quelques centimes de dollars de plus haut. Oui, non, mais ok. Alors, pour valider cette construction, d'un point de vue chartiste, c'est 1920 $. Maintenant, si j'ajoute les enseignements du système Ichimoku, on voit qu'en Ichimoku, le repli pourrait être plus prononcé en mensuel, tout en gardant libre le chemin de la hausse. Donc voilà, là, chartisme et Ichimoku s'opposent. Maintenant, je trouve que c'est l'horizon de temps hebdomadaire qui résume le mieux la situation. Je vais zoomer dessus ici. En fait, il y a deux possibilités. Il y a deux possibilités. Vous retrouvez il y a ceux qui pensent que nous avons un gros canal latéral. Vous le voyez ici en bleu, gros canal latéral entre les 1600 $ et les 2075 $. Gros canal latéral, et donc là, le marché échouerait encore au contact de la partie haute, et donc l'idée c'est de revenir dans la bas du range, et il y a l'autre hypothèse qui est celle de ce canal à faible pente, dont le marché serait sorti par le haut à la faveur de la crise bancaire du mois de mars, et là nous serions simplement en phase de pullback. Alors il passe vers les 1940-1950 $, et donc ça montre à quel point cette zone des 1920-1940 elle est importante, parce que voilà, c'est en fonction du comportement du marché sur la base de la clôture hebdomadaire que nous allons pouvoir trancher. Donc voilà, c'est pour ça que c'est passionnant et que ça m'a paru important de faire la vidéo maintenant, parce que nous sommes là dans cette zone d'incertitude, et forcément, voilà, derrière, réintégrer le canal, casser 1920 $ sur le plan de chartiste, c'est un risque de retour dans le bas du canal. Donc ça, ce sont les deux scénarios qui s'opposent sur le plan de chartiste. Maintenant, moi, quel est mon choix? Je vous dirais que je ferai le choix des 1920 $. Car je trouve que là, les Shimoku donnent des bornes un peu plus larges. Donc voilà, clairement, pour parler clairement, hein, pour arrêter le blabla, cette phase haussière qui a commencé en octobre dernier, il faut préserver 1920 $ pour qu'elle puisse se développer davantage, sinon c'est fini, on retracera beaucoup plus. Et donc oui, vous savez, j'avais fait une vidéo par ici en disant, est-ce que l'or, il a fait son nouveau record historique, l'or? Alors oui, d'accord, c'était furtif. Oui, mais l'ancien record historique est là. Il l'a fait il a fait de 5 $, voilà, mais depuis donc il est en retracement. Et donc voilà, c'est pour ça que le timing est bon de se poser la question maintenant, du moins sur le plan technique. Maintenant, il faut comprendre ce qui se passe, et ce qui se passe sur le plan technique, et cette incertitude chartiste, là, elle est du fait des facteurs d'influence du cours de l'or, que je vous ai donc remis ici en bas, la demande financière, la demande physique, et les aspects cross-asset, la tendance du dollar américain, la corrélation inversée au taux d'intérêt nominaux, au taux d'intérêt réel, le cadre macroéconomique, et donc c'est tout ça, la demande des banques centrales, et c'est donc tout ça qu'on va prendre le temps de passer en revue. Et on commence par les taux d'intérêt. Je donne déjà une partie de la réponse, parce que c'est vrai que je vous ai dit qu'en conclusion, je vous dirais qu'est-ce qui compte le plus. Écoutez, ce qui compte le plus, ce sont... J'ai tout passé en vue. Ce qui compte le plus, c'est la corrélation inversée avec les taux d'intérêt nominaux et les taux d'intérêt réels, et il faut jouer entre les deux. Alors déjà pourquoi? Parce que les taux d'intérêt, vous savez que c'est la rémunération du marché de la dette, alors que l'or, ça ne rapporte rien. Pourquoi il y a une corrélation inversée? L'or ne rapporte rien, ni dividende, ni coupon, taux d'intérêt sur le marché obligataire. Lorsque les taux d'intérêt remontent, le marché obligataire redevient intéressant parce que lui, il délivre son taux d'intérêt. J'ai fait une vidéo Top Gun sur ce sujet. Et en plus, là, avec l'inflation qui recule, comme les taux d'intérêt réels, c'est les taux nominaux moins l'inflation, les taux d'intérêt réels remontent. Le taux d'intérêt réel états-unien vient de repasser positif. Si vous cherchez une raison là à la consolidation de l'or, je dirais la hausse du dollar, le rebond du dollar qui a tenu son support, et surtout les taux d'intérêt réels qui aux États-Unis repassent positifs. Le taux de la Fed 5,25, l'inflation 4,90 égale plus 0,35. Et les anticipations d'inflation sont en effondrement. Donc, vous voyez, vous comprenez un peu, mais il n'y a pas que les taux réels, il y a aussi les taux nominaux. Donc, j'ai voulu essayer de comprendre tout ça, et j'ai tout rassemblé sur un graphique. Donc, on va regarder ça sur TradingView. Alors, première chose, vous avez ici, alors regardez bien, prenez le temps de regarder. En jaune, le cours de l'or. En marron, le taux d'intérêt réel des États-Unis. J'ai pris le taux de la Fed moins l'inflation. En bleu,
les taux d'intérêt du marché, les taux nominaux. C'est le rendement obligataire à 2 ans des États-Unis, envers le dollar. Toutes les phases d'avancée majeures de l'or, regardez, prenons ça par exemple, la phase d'avancée de 1200 à 2000, c'était quoi? La chute des taux réels, la chute des taux nominaux. Le dollar était en hausse, mais c'est d'abord les taux, ensuite le dollar. Prenez ici la correction de l'or de 2000 à 1600. C'était les 3 facteurs qu'on jouait contre l'or. Il y avait à la fois la hausse des taux nominaux, la hausse des taux réels. D'ailleurs, regardez le point haut de l'or, c'était pile poil le renversement du taux réel. Qui certes, alors le taux réel était à moins 8%, il était négatif, mais ce qui compte c'est la tendance. Et là, attention, regardez, taux réel de la Fed, plus 0,35. Je vais vous montrer ici. Vous avez en vert le taux de la Fed en réel. Il vient de repasser positif 0,35 parce que l'inflation recule. Ça, c'est un facteur de pression. Et en plus, à court terme, les taux nominaux remontent aussi car les anticipations de pivot de la Fed sont reportées car un certain nombre de membres de la Fed communiquent ardemment pour dire attendez, non, rêvez pas. L'inflation est encore trop haute, on ne va pas pivoter tout de suite. Il y a même un scénario que le taux de la Fed pourrait encore monter de 5,25 à 5,50. Donc voilà, c'est tout ça qui joue en ce moment. En fait, honnêtement, vous ne cassez pas la tête, même s'il y a plein d'autres facteurs qui jouent. On va regarder la Chine, l'Inde, les banques centrales, et bien sûr que ça compte aussi. Mais au final, il n'y a que le cycle des taux d'intérêt qui agit. Quasiment sur l'or, avec aussi un peu le dollar. Donc là, regardez maintenant à court terme. L'or se replie. Vous voyez que pour l'instant, c'est un petit repli. Après avoir bien monté. Mais qu'est-ce qui se passe? Regardez, les taux du marché remontent, le dollar remonte et les taux réels viennent de repasser positifs. Voilà, donc pour que l'or tienne les 1920 $, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le rebond technique du dollar US finisse par s'interrompre, que les taux du marché échouent sur... Donc regardez ici, la phase de hausse entre les 1600 et les 2000, entre octobre dernier et maintenant, c'était quoi? C'était la fin de la hausse des taux nominaux. Certes, ils n'ont pas chuté, mais ils ont arrêté de monter. Vous voyez, les taux nominaux, et la baisse ici des taux nominaux avec la crise bancaire. Et c'était surtout la baisse du dollar américain. Donc, vous voyez, ça agit. Mais globalement, vis-à-vis de ces trois-là, il y a donc une corrélation inversée. Il y a une corrélation inversée vis-à-vis de ces trois-là. Alors, maintenant, lorsqu'on regarde justement par rapport à ces taux du marché, alors, il y a quelque chose qui m'intéresse pour savoir comment les institutions... Alors, le problème des taux réels, c'est ça. Les anticipations d'inflation s'effondrent aux États-Unis. Toutes les composantes de l'inflation sont en chute libre selon l'application Trueflation aux États-Unis. Alors, ces données d'inflation-là arriveront avec retard dans les taux d'inflation officiels, mais forcément, si les taux nominaux restent stables en haut et que l'inflation continue de reculer, les taux d'intérêt réels remontent et ça détourne de l'argent des métaux précieux. Donc là, c'est là où c'est un peu compliqué. Maintenant, lorsqu'on regarde, je suis allé voir pour les taux d'intérêt du marché. Alors, on prend le rendement obligataire à 2 ans aux États-Unis. Moi, le rendement obligataire à 2 ans, là, je le vois en rebond technique. Là, vous avez le niveau de décrochage de la crise bancaire. Moi, je pense que là, ça va échouer là. Et d'ailleurs, lorsque j'ai ici, voilà, en hebdo, moi je suis persuadé ici qu'on est en train de faire une sorte de canal. Alors, éventuellement, ça peut revenir tester un peu les plus hauts, mais pour moi, cette zone-là, elle sera vendue. Et ensuite, ça repartira à la baisse. Bon, voilà, où on fera longtemps un range là-haut. Ça, c'est mon scénario sur le taux d'intérêt à 2 ans. Alors, je me suis tourné vers les données du rapport Commitment of Traders de la CFTC, et j'ai regardé ce que sont en train de faire les institutionnels qui tradent les contrats futurs et les contrats d'options du rendement obligataire à 2 ans des États-Unis. Et c'est passionnant parce que les traders de hedge fund sont massivement short. Ils shortent à fond le rebond. Et ils shortent depuis octobre 2022. Ils shortent depuis octobre 2022, donc ils ont commencé à shorter ici. Donc ils avaient chopé le point haut, enfin toute la zone de point haut. Donc je me dis, j'ai tendance à leur faire confiance que si on revient là, ça va rebaisser. Bon, par contre, les asset managers... les asset managers sur le rendement obligataire de 2 ans, eux, sont repartis à l'achat. Donc il y a actuellement là une vive opposition entre les traders de hedge fund et les traders d'asset management. Mais overall, les traders de hedge fund, moi je les trouve plus agressifs. Je trouve qu'ils ont davantage chopé les points d'inflexion. J'aurais tendance à leur faire confiance. Ce n'est que mon point de vue. Et vous pouvez choisir de faire confiance aux asset managers. En tout cas, cette zone ici, c'était la zone de renversement de la crise des banques. Je ne vois pas comment on pourrait dépasser cette zone-là. Donc là, on arrive bientôt au contact de résistance sur le rendement obligataire à 2 ans aux États-Unis. Alors ensuite,
le deuxième frein, ce qui explique la consolidation actuelle de l'or, c'est le rebond technique du dollar US. Alors, qui, je vous le rappelle, n'est pas une surprise sur le plan technique. On va regarder ça dans un instant. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi? J'ai déjà pu vous démontrer à plusieurs reprises que le lien entre l'or et le dollar, c'est quoi? Ce sont les ETF états-uniens. Au sein de la demande financière d'or, il y a un certain nombre de composantes, les contrats futurs, les contrats d'options, et il y a le spot, et il y a bien sûr la demande via les ETF, qui maintenant représentent la plus grande partie de la demande financière d'or. Et au sein de ces ETF, il y a plusieurs zones géographiques. Les ETF américains sont dominants. Lorsque vous interrogez les traders institutionnels d'ETF Gold états-uniens, ils nous disent à chaque fois pareil, ils achètent si le dollar baisse, ils vendent si le dollar monte. Là, donc, le dollar est en rebond. Ce n'est pas une surprise sur le plan technique. Il y avait cette hypothèse d'une vague B en 3 temps, on est en train de le faire. Moi, je suis allé voir derrière ce rebond du dollar US, est-ce que vraiment les institutionnels se mettent à l'acheter fortement? Je suis allé voir le rapport Commitment of Traders de l'euro-dollar, ou encore l'évolution de l'asset under management de l'AUM, du plus gros ETF achat du dollar. Écoutez, non. Pour l'instant, alors les données sont en retard. Les données sont en retard, je vais vous montrer ça. Les données sont en retard. Et de la même façon, je suis allé voir les flux ETF. Alors, pour le rapport cote, les données datent du 16 mai. Donc, il y a un écart, mardi 16 mai. Pour les données sur les ETF Gold, ça date du vendredi 19 mai. Donc, eh bien, il n'y a pas eu de décollecte sur les ETF Gold US. Il y a même encore une légère recollecte en date du 19 mai. Donc, je vous montre ça. Donc, ça aurait plutôt tendance à nous dire, voilà, donc je suis ici sur le site du World Gold Council, qui est cette association qui rassemble les principales compagnies minières d'or, et donc là vous avez les données des flux ETF Gold, en date donc pour la semaine qui se termine le 19 mai, et pour l'Amérique du Nord, c'était encore des flux positifs, d'ailleurs pour toutes les zones géographiques, et lorsqu'on regarde en détail les datas, eh bien on voit que donc c'est là où il y a le plus d'AUM, Asset Under Management, aux États-Unis sur les ETF, hein, c'est 112 milliards, 1000 milliards, 112 milliards. Bon, alors que... Et donc, ça continue de recollecter. C'est comme si c'était un message qui nous dit qu'il voit la consolidation actuelle de l'or plutôt comme de quoi rentrer sur support à l'achat. Bon, ça c'est uniquement la lecture des ETF. Il y a tout un tas d'autres aspects des choses. Donc ça, c'était une première chose que je voulais vous montrer et qui me semblait important. Ce lien avec le dollar. Alors, d'ailleurs, par rapport au scénario du dollar américain, je vais revenir ici sur la plateforme. Le dollar américain, il est dans ce scénario que j'avais évoqué plusieurs fois avec vous, possible d'une vague B encore en construction. En 3 temps, le fait qu'on ait tenu les récents plus bas, nous sommes dans cette construction-là. Alors, est-ce que la baie va aller chercher jusqu'à 105 avant de repartir à la baisse, ou est-ce que nous ne faisons que retracer, l'acier retrace qu'une partie de celle-là? Je n'ai pas encore la réponse. Vous voyez bien que là, on est à la médiane. Mais bon, voilà. C'est, en tout cas, donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça peut s'inscrire dans une construction encore de long terme qui appellerait derrière, plus tard dans l'année, à une nouvelle jambe de baisse. C'est ça que je voulais vous dire. Par contre, sur le plan du momentum, par exemple, si je prends la ligne de MACD, c'est vrai que là, on a une belle div potentielle, comme ce fut ici le cas sur le point bas, qu'on a des similitudes sur le RSI en divergence. Donc, bon, c'est pour ça que c'est passionnant de faire cette vidéo maintenant, parce que chacun arrive à trouver des arguments, et donc ça montre à quel point on est dans cette phase de bataille gigantesque entre les 1920 $. Parce que ici, c'est la zone énorme d'incertitude où il y a des gens qui arrivent à argumenter en disant que là, il faut payer le point bas, ça va repartir. D'autres qui disent, mais non, on a échoué, on va retomber dans le bas du range. Vous voyez, et on trouve des arguments fondamentaux. Mais overall, c'est vraiment surtout la dynamique du dollar et des taux qui va compter. En tout cas, du côté du dollar et des flux sur les ETF, il n'y a pas eu de décollecte, et c'est en date du 19 mai. Donc voilà, là-dessus, je ne m'inquiéterai pas trop, en tout cas pas de ce point de vue. Alors on continue parce que le diagnostic, il n'est pas exhaustif, comme j'ai dit, enfin il est exhaustif, enfin il est complet. Alors,
les achats des banques centrales, ça c'est un point par contre vraiment qui reste haussier. Les achats des banques centrales restent en soutien haussier de long terme du métal jaune, sans ambiguïté. Les données sont actualisées chaque trimestre, chaque mois. Les réserves des banques centrales continuent de progresser trimestre après trimestre de manière régulière depuis la crise sanitaire. La demande d'or par les banques centrales représente actuellement 15% de la demande totale de gold. Ce sont surtout les banques centrales d'Inde et de Chine qui arbitrent de plus en plus en faveur de l'or et en défaveur du dollar. Je vais vous montrer ça. Vous savez que la Chine, c'est le pays qui a le plus de réserves de change dans le monde, mais la part de l'or est encore assez faible et ils sont en train de faire augmenter cette part de l'or. Et donc, cette dynamique d'achat des banques centrales, en particulier de l'Inde et la Chine, et d'autres banques centrales importantes, est alimentée par les tensions géopolitiques et la dédollarisation naissante et progressive. Ça, c'est vraiment un facteur de soutien. Et donc, je vais vous montrer ici les datas directement sur les données du World Gold Council qui sont ici. C'est hyper clair. Vous avez les datas donc en date de la fin du premier trimestre. On voit vraiment la Chine, la Turquie, l'Inde, Singapour qui augmentent leurs réserves. Et vous prenez par exemple la Chine qui a 3200 milliards de réserves de change au total, mais qui n'a que sur ces 3000 qui n'a qu'une partie en or, et donc elle continue d'augmenter ses réserves en or par rapport à la totalité de ses réserves de change. Et donc ça va rester un facteur de soutien pour la dynamique de l'or, et vous savez, c'est important. Vous avez ici toujours la composition, la part des différentes parts de la demande d'or entre la demande physique, alors de la joaillerie chinoise indienne, la demande en technologie, puis la demande dite financière et la demande des banques centrales. Et la demande des banques centrales, vous voyez que ça, à chaque fois, c'est entre 15 et 20% de la demande totale d'or. Donc, il ne faut pas sous-estimer cet aspect-là. C'est un facteur de soutien pour le long terme, pour le cours de l'or. J'ai bien dit pour le long terme, c'est pas l'intraday, c'est pas cette semaine, c'est même pas le mois qui vient. Alors, maintenant on arrive à une chose, à la partie la plus physique. 50% de la demande mondiale de gold est encore réalisée, heureusement, malgré l'explosion des ETF, est encore réalisée via la demande physique d'or, essentiellement, même à 90%, via la joaillerie chinoise et indienne. Alors globalement maintenant la demande physique d'or est égale à la demande financière l'or plus la demande des banques centrales. Comment analyser ça? Alors déjà le niveau de la demande d'or en Chine et en Inde via la joaillerie peut être analysé de différentes façons. Tout d'abord on peut s'intéresser au prix de l'or en local. Vous savez qu'il y a le prix de l'or en dollars US et puis il y a le prix de l'or local sur les places boursières indiennes et chinoises. Et puis on peut même regarder l'évolution du spread, de l'écart souvent de 20 à 30 dollars entre les prix de ces trois différentes places. Et vous avez aussi les indicateurs avancés industriels de l'Inde et la Chine. Et là, vous allez voir qu'actuellement, il y a une opposition. Alors, vous avez ici, en bas à droite, les données pour l'Inde. L'Inde, qui d'ailleurs, au passage, vient de devenir la première puissance démographique mondiale. L'Inde, maintenant, c'est 1,450 milliard d'habitants contre 1,420 milliard d'habitants pour la Chine. Et on attend même que la population de l'Inde atteigne les 1,6 milliard, 1,7 milliard. Là-bas, ils consomment énormément d'or via la joaillerie, essentiellement d'ailleurs pour les événements festifs, le mariage. Enfin, ça fait partie de la culture. Et lorsque vous regardez le PMI industriel de l'Inde en bas, il est encore en accélération. Par contre, effectivement, il y a plus, malgré la fin de la politique de zéro Covid, il y a des interrogations sur la reprise économique et manufacturière en Chine, avec récemment donc un repli du PMI manufacturier de la Chine, à nouveau sous 50. Et donc c'est pour ça, voilà, là aussi vous avez ces facteurs contradictoires sur le plan physique, où l'Inde on est plutôt rassuré, mais voilà, pas la Chine. Donc voilà, même sur ce plan physique, il y a des paradoxes et ça vient vraiment alimenter ce débat passionnant de cet intervalle 1920 $, 2075 $. Sur le plan chartiste. Alors, pour l'or et l'argent, en Chine et en Inde, on peut suivre les prix locaux. Je vais vous montrer par exemple ici donc, le prix de l'or en Inde, en roupie indienne. Et vous voyez que là, on est encore en tendance haussière, on n'a pas cassé de support et que ça reste aussi au-dessus de cette importante zone latérale. Donc ça, c'est plutôt rassurant. On peut regarder aussi le prix de l'or à Shanghai, où là aussi, donc, on reste dans une phase haussière bien construite. Alors, on voit bien que c'est suracheté, que ça mérite un peu de retracer, mais je veux dire, la tendance de fond reste bullish. Donc ça va plutôt dans le sens d'un marché qui arriverait en dollars US à
à s'accrocher donc aux 1920 aux 1920 dollars, mais bon, voilà, ça c'est on est vraiment là dans le débat. Alors une autre façon de rappeler que les 1920 dollars sont importants, ce scénario de 5 temps, vous savez, la 4 n'en font jamais le sommet de la 1. Donc en plus, si on casse 1920 dollars, ça là, ça hop, ça tombe à l'eau, ça n'a plus de validité. Donc c'est pourquoi pour moi j'estime que vraiment c'est la frontière chartiste, les 1920 dollars, pour ce cours de l'or et pour son évolution actuelle. Alors ensuite, il y a bien sûr le rapport de l'or avec le débat actuel sur la probabilité d'une récession. Actuellement, là aussi, c'est hyper paradoxal. Les hard data sont plutôt rassurantes, les soft data, non. J'ai ici, vous ai remis ici en haut une étude de Goldman Sachs, du Wall Street Journal, sur comment les institutionnels anticipent la probabilité d'une récession. On est toujours à 66% des institutionnels anticipent une récession. Bon, ça n'a pas trop bougé. Alors, globalement, l'or est soutenu en période de récession, mais en fait, quel lien aussi avec le marché action? Il y a un des éléments actuellement qui fait reculer l'or, c'est que le marché action est en hausse, enfin les indices européens font quand même des nouveaux records historiques, et c'est surtout la volatilité du marché action. Donc l'or, voilà, regardez, prenons par exemple la mesure de la volatilité du marché action selon le VIX. Bon, eh bien, la vol est au plus bas. Alors, je dirais que je mettrais un bémol par rapport à ça. Autant la corrélation inversée de l'or avec les taux d'intérêt nominaux, les taux d'intérêt réels et le dollar est importante, autant la corrélation inversée avec le marché action est vraiment loin d'être nette. Il y a des moments où l'or a pu baisser avec le marché action, des moments où il a pu monter avec le marché action. Donc voilà, et puis en plus il y a une différence entre la tendance du marché action et le cycle macroéconomique. C'est-à-dire, prenez le CAC 40 qui fait des nouveaux records historiques, la France ne fait pas de nouveaux records historiques, vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà, c'est pour ça qu'il faut se méfier. Moi j'aurais tendance, et c'est pour ça que j'ai voulu mettre ça plutôt en fin de vidéo, raisonnez pas tellement vis-à-vis du marché action, mais beaucoup plus vis-à-vis des taux d'intérêt et du dollar américain. Alors, on continue. Les gérants institutionnels, alors effectivement, depuis octobre dernier, les gérants institutionnels étaient plutôt à l'achat de l'or. Qu'en est-il? On va regarder plusieurs choses. Tout d'abord, ce qu'on appelle la terme structure de l'or, vous l'avez ici, c'est-à-dire le prix des contrats futurs d'or sur les échéances à venir. On reste en contango, c'est-à-dire que le prix des contrats futurs des échéances à venir, lointaines, est plus élevé que le prix spot. C'est plutôt rassurant. Maintenant, allons voir les données du rapport Commitment of Traders de la CFTC. Alors, attention, les données datent du mardi 16 mai, j'insiste, il y a un retard, mais quand même, le mardi 16 mai, on était là. Donc, il y avait quand même déjà un début de consolidation de l'or. Donc, qu'est-ce que pensaient les institutionnels au mardi 16 mai? Je prends le rapport Commitment of Traders ici de l'or, j'ai pris la Managed Money, et alors globalement, la position nette a commencé à se replier, mais elle ne s'est pas effondrée, elle n'a pas cassé de support. Là, en fait, moi j'ai hâte d'être en fin de semaine pour avoir les données du mardi 23 mai. Pour en savoir davantage. Mais là, c'est vrai qu'au mardi 16 mai, alors il y a un écart d'une semaine, hein, au mardi 16 mai, ils étaient encore globalement net acheteurs. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Et donc, au final, on a passé en revue pas mal de choses. J'ai essayé de faire ça en 30 minutes quand même, hein, pour ne pas vous ennuyer. Qu'est-ce qui compte le plus? Qu'est-ce qui compte le plus? Qu'est-ce qui compte le plus? Alors bien sûr, l'or n'a pas été capable de faire de records historiques, enfin n'a pas été capable de les dépasser, car il a fait 5 $ de record historique. Parce que pour y arriver, j'avais fait une vidéo là-dessus il y a un mois, il faut que tout avance ensemble. Là, vous avez bien vu que le dollar et les taux d'intérêt se sont mis à rebondir. Donc forcément, ce n'était pas possible de faire de nouveaux records historiques. Alors que les banques centrales disent oui, alors que l'Inde dit oui, la Chine oui mais. Donc, déjà, c'est ça que je vous rappelle. Pour un jour envisager que ça aille plus haut, il faut que tout marche ensemble. Donc là, vu que la moitié marche à l'avant et l'autre à l'arrière, il se passe, voilà ce qui se passe. Bon. Mais maintenant, quand même, au final, si on doit faire un choix, parce que là, c'est à s'arracher les cheveux, si on doit retenir que 2 facteurs, on va dire, déjà l'analyse technique, ok, maintenant, que 2 facteurs fondamentaux pour arrêter de se triturer le cerveau. Eh bien, voici mes choix. Les taux d'intérêt nominaux en partenariat avec les taux réels et le dollar US. Voilà mes amis, et en corrélation inversée, bien sûr. Voilà, chers amis, j'espère que ce diagnostic complet, allez, non exhaustif, vous a plu sur l'or. Merci à toutes et à tous. Merci de vous abonner, c'est comme ça que ça nous soutient. Et puis passez une bonne semaine, merci.